Comme ça, vous pourrez récupérer la vidéo sur Facebook après si vous voulez. Vous êtes tous dans l'informatique, donc il n'y a pas de souci pour vous, je pense. Merci Angélique, et comme d'habitude, vos horoscopes sont visibles sur angélique.fr, suite et fin de la matinale. Et pour refermer la matinale, nous faisons un nouveau point sur l'actualité valdoisienne avec Alexis Duvauchel. Le plan local d'urbanisme de Gonesse annulé par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dans ce document figurait la possibilité de rendre constructibles pour des projets à vocation commerciale les 300 hectares de terres agricoles du triangle de Gonesse sur lesquels doit voir le jour le complexe controversé Europa City en 2027. Et désormais, avec cette annulation, c'est de nouveau l'ancien plan d'urbanisme de la ville qui s'applique et les terres du triangle de Gonesse redeviennent donc à la seule vocation agricole. Le maire de Gonesse, Jean-Pierre Blasi, a annoncé hier son intention de faire appel de cette décision, mais la nouvelle procédure ne devrait pas arriver avant le début de l'année prochaine. La rénovation urbaine de Garges-les-Gonesse vue par les enfants qui y habitent. Plusieurs écoliers et collégiens se réunissent chaque semaine au pied de leur immeuble à la Dame Blanche-Nord pour s'initier à l'art et parlent notamment du projet de renouvellement urbain de leur quartier qui doit être réhabilité dans les prochaines années. L'idée à terme serait de réaliser un court-métrage notamment autour de la rénovation de la ville. Parmi leurs propositions, un quartier propre, des immeubles colorés ou encore des ascenseurs et un chauffage qui fonctionne. L'avis des personnes aveugles expliqué aux élèves de CM2 de Pierre-Lé dans le cadre des actions citoyennes de sa police municipale. Une maîtresse de chien guide aveugle intervient toute la semaine auprès des jeunes. Objectif, changer le regard sur le handicap. Son intervention qui dure une journée entière est dans un premier temps théorique. Elle explique sa façon de se déplacer et de se faire à manger en passant par son astuce pour distinguer un billet de 10 € d'un billet de 20 €. Les élèves sont également initiés au braille à travers des exercices ludiques où il faut découvrir une phrase. Un chien guide aveugle leur est également présenté. Un rallye pour mieux apprendre les mathématiques à Jouy le Moutier. Les élèves de 6e du collège Guillaumet ainsi que les CM1 et CM2 du secteur ont dû répondre lundi et mardi à une série d'énigmes. L'équipe s'en chronométrée avec 3 chances pour chaque question. Une manière de faire les mathématiques différemment et de rendre ludique une matière souvent mal aimée des jeunes et toujours présentée comme trop difficile, mais aussi d'apprendre à travailler en groupe. Au total, 300 élèves ont participé à ce rallye lancé il y a maintenant 6 ans. Et enfin, une boutique connectée et mobile pour aider les petits commerçants dans l'agglomération Roissy Pays de France. Cet espace de 36 mètres carrés imaginé par la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise va sillonner le territoire pour guider les petites enseignes dans la transition numérique et les soutenir face à la concurrence des grandes entreprises. Une expérimentation lancée dans le cadre de la première édition du Mois du commerce 3.0 et qui intervient dans une politique plus large de préservation du commerce local et de développement du numérique, notamment dans le cadre de politique de la ville de l'agglomération. La boutique mobile sera présente aujourd'hui entre 9h et 21h à Sarcelles. Merci, bonne matinée Alexis Duvauchel. Nous vous retrouverons à 12h15 pour un nouveau point sur l'actualité proche de chez vous. La matinale referme ses portes. On se retrouve bien évidemment demain, 7h, 9h. Maintenant, place à Florence Sueur pour un nouveau bar de l'économie avec des hommes, des femmes qui ont plein de choses à nous dire, à nous raconter. Ils sont passionnants, alors restez avec nous jusqu'à 10h30 sur la radio du bien-être. C'est parti. Oui, à tout à l'heure. Bonne émission. Merci beaucoup Christophe. On ne peut pas sortir. Je vous bloque en fait, vous restez avec nous. Sinon, C'est notre vigile. voilà. C'est bon, vous pouvez. Oui, c'est bon, merci. On n'est pas très gros. Allez, Non, amusez-vous. ça vous n'êtes pas gros du tout. Soyez Allez, fort et bon. bonjour à toutes, bonjour à tous. 90 minutes d'information, c'est parti avec Philippe à la technique de l'économie, du partage, de l'expérience, des échanges. On apprend toujours quelque chose au bar de l'économie. Bienvenue à nos invités aujourd'hui. Je vais les accueillir tout de suite car nous allons parler de mobilité résidentielle. On sait que cela accroît les disparités et le dynamisme éventuellement économique entre les régions. Nous parlerons bien sûr aussi d'emploi en freelance et de sport aujourd'hui. Alors Brigitte Baccaini, bonjour. Bonjour. Depuis 2014, vous êtes sous-directrice de l'observation et des analyses statistiques au Commissariat général à l'égalité des territoires, le CEGT, un organisme d'État sous la tutelle du ministère de la Cohésion des territoires.
Donc votre sous-direction abrite 2 observatoires, celui des territoires comme je le disais et celui de la politique de la ville. Ce sont des observatoires nationaux bien sûr. Mais le CEGT traite de beaucoup de sujets comme des outils à l'échelle des territoires et de l'Europe, pour les droits des femmes par exemple, mais aussi la rencontre des 5 et 6 mars dernier entre les élus et les industriels des 136 territoires d'industrie, car du 18 au 24 mars, la semaine prochaine donc, c'est la semaine de l'industrie en France. Je le signale que pour le Val d'Oise, il s'agit des territoires de Cergy et Saint-Ouen-l'Aumône et du Grand Roissy et puis aussi de la zone d'Argenteuil. Alors ensemble avec vous, Brigitte Baccaini, nous allons parler de la mobilité résidentielle des Français, car vous venez de publier le rapport 2018, et puis on parlera bien sûr des tendances et de l'impact territorial. Voilà, à vos côtés... Ah, excusez-moi, j'ai une bronchite, donc j'ai tendance à tousser. Désolée, ça va être un peu comme ça tout au long de l'émission. À vos côtés, donc, Robin Lepercq, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes le cofondateur de Freelance République, créé en 2015, une plateforme de sélection de développeurs, chefs de projet et de consultants en freelance, disponible pour des missions longues et de qualité. Ça, c'est vous qui le dites. Vous nous en direz plus d'ailleurs tout à l'heure. Avec vous, on saura les métiers en tension, le statut de freelance. On parlera bien sûr de ce statut. Et puis, comment vous travaillez. Est-ce que vous avez beaucoup de clients? Voilà, on saura tout dans quelques minutes. Notre start-up du jour est représentée par Jean-Baptiste Marcovici. Bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes le fondateur de Fréquence Running, créée en 2016, une application mobile gratuite facilitant l'entraînement des coureurs. C'est important, d'autant que en mars, on se prépare au marathon de Paris qui a lieu en avril. On en parlera, mais quand même bravo. 50 000 utilisateurs en 2 ans, c'est une jolie performance et on saura tout avec vous aussi. Tout à l'heure, avant, eh bien sûr, comme d'habitude, ce sont les infos du jour. Et vers 10h, nous retrouverons Pascal Boniface, qui est donc le directeur de l'IRIS, qui interviewe Éric Vernier, auteur de Fraude fiscale et paradis fiscaux. C'est la 2e édition. Alors, quel changement? Et quand l'exception confirme la règle, c'est publié aux éditions Duno. Les infos du jour aujourd'hui, eh bien oui, le web fête ses 30 ans, mais qui l'a donc inventé? Eh bien dans les années 60, en pleine guerre froide, les autorités militaires américaines demandent aux universités de réfléchir à un système de réseau fiable qui, en cas d'attaque ennemie, pourrait rediriger les données qui y circulent. ARPANET voit le jour donc en 1969. Il ne relie alors que quelques ordinateurs. En 1973 se développe le protocole TCP/IP, qu'on connaît tous, adopté en 1976 à l'échelle mondiale. En 1983, pour éviter la surcharge du réseau, un groupe de chercheurs crée le système de nom de domaine. ARPANET évolue alors en Internet. Internet est donc un système de réseau informatique relié entre eux. Ce nom est la contraction d'Interconnected Network ou réseau interconnecté. C'est donc la structure qui permet d'envoyer des paquets d'informations d'un ordinateur à l'autre grâce à un système complexe d'adresses qui font parvenir ces informations au bon endroit. Mais ces paquets d'informations, eh bien, c'est grâce au web. Et le web a été créé en 1969 par Tim Berners-Lee, un Anglais, un Britannique, alors physicien au CERN, le Conseil européen pour la recherche nucléaire, d'ailleurs au passage le plus grand centre de physique des particules au monde. Il a écrit le premier document décrivant ce qu'il appellera le World Wide Web pour échanger avec ses collègues. Le web permet donc, parce que justement, il avait lui, en tant que physicien, des problèmes à échanger ses données rapidement avec ses collègues, et ça dans le monde entier. Et du coup, il a créé ce fameux World Wide Web, le web, qui permet de consulter des pages sur des sites grâce à des navigateurs adaptés et des machines comme des ordinateurs ou des smartphones. Il s'agit un peu d'une immense bibliothèque de documents qui repose sur des fondations complexes d'Internet. Je viens de vous l'expliquer juste avant. Le web utilise de nombreuses technologies et protocoles pour être simple d'utilisation. Il utilise par exemple l'hypertexte qui permet d'aller d'un site à l'autre en cliquant sur un lien ou des URL qui identifient simplement l'adresse d'un site ou d'un contenu. Grâce au web, nous pouvons accéder à des pages en HTML en mélangeant des textes, des liens, des images, et puis avec une adresse comme une URL accessible via un protocole HTTP. Voilà, alors le web, ça vous parle à tous les trois, mes invités du jour, puisque tous vous utilisez Internet, on ne peut plus s'en passer. Qui veut réagir en premier? Moi, je veux bien réagir. Alors, Jean-Baptiste Marcovici. C'est un peu notre fonds de commerce, le web. Je pense que s'il n'y avait pas le web, on ne serait pas là aujourd'hui à discuter.
et à débriefer. Donc Et vous n'auriez même pas pu créer votre plateforme. Exactement, moi j'ai toujours travaillé en fait dans le web depuis le début de ma vie professionnelle, donc voilà, c'est indispensable aujourd'hui je pense pour tout le monde. Seconde info du jour, merci beaucoup Jean-Baptiste Marcovici. Alors seconde info du jour, c'est le hub, c'est l'agriculture en Île-de-France. Sans son agriculture environnante, jamais Paris ne serait devenu Paris. Et jamais la zone dense de la région de métropole ne se serait développée comme elle l'a fait si elle n'avait été nourrie par l'excellence agricole de sa périphérie. Alors l'agriculture francilienne, c'est 48% de terres agricoles, donc 24% de bois, forêts, rivières et étangs, et 28% de terroirs urbains. Il existe 5000 exploitations, dont 300 fermes bio sur 15 000 hectares, ce qui représente 12 000 emplois directs. Il est cultivé principalement du blé, de l'orge, du colza, de la betterave et du maïs. Et bien sûr, il y a beaucoup de maraîchers, on le voit bien sur nos marchés franciliens. Alors pourquoi je vous parle de l'agriculture en Île-de-France ? Bien sûr, le salon vient de fermer ses portes, mais c'est parce que 30 millions d'euros seront investis jusqu'en 2022 par la région Île-de-France et par l'État. La région Île-de-France lance son pacte agricole avec les objectifs suivants. Triplement en 5 ans des surfaces cultivées en agriculture biologique pour atteindre 45 000 hectares en 2022. Installation de 200 nouveaux agriculteurs par an avec une part accrue d'installations aidées. L'augmentation de la part des exploitations diversifiées de 10 à 25% d'ici la fin de la mandature et l'accroissement de 10 à 15% du nombre d'exploitations élevant des animaux. La région Île-de-France veut devenir partenaire de l'agriculture francilienne en créant plusieurs marques. Il y aura Produits en Île-de-France, il y aura la marque L'Agneau des Bergers d'Île-de-France, il y aura la marque Nos Bovins d'Île-de-France et puis enfin la Baguette des Franciliens, car avec 242 000 hectares cultivés en Île-de-France, le blé tendre est la première culture de la région, 42% de la surface agricole. Un hectare de blé tendre permet de produire 5,5 tonnes de farine et donc 25 000 baguettes de 250 grammes. Voilà, c'était les infos du jour. On fait une petite pause tout de suite musicale. Je vous propose les Andrew Sisters. On est dans les temps, tout va bien. Ah oui, c'est vrai, il faut baisser à cause de Facebook. Merci. Non, mais de toute façon, c'est le casque. Ouais, mais est-ce que le micro il est puissant ? Ouais, mais C'est pas grave. C'est le casque. On reprend dans 30 secondes. Comme d'habitude. Chez nous, ce sont des pauses. Hein, c'est pas... On n'écoute pas de la musique au bar de l'économie, je suis désolée. On aimerait bien. On adore tous la musique, mais on peut pas. Qui choisit la musique alors ? C'est vous ? Selon le temps qui me reste. Bon, ça va, Et l'humeur. Comment ? Et l'humeur. Et l'humeur du moment. Ouais. Donc, comme ça, vous voyez les premières chansons de quelle humeur est Florence. Je suis toujours de bonne humeur, moi. Même quand je suis malade. C'est comment vos prénoms déjà ? Alors moi Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, voilà. Brigitte. Et Brigitte. Allez, on y va. Allez, on y va. Nous voici de retour sur IDFM. Vous êtes au bar de l'économie. Nous sommes en compagnie de Brigitte Baccaini, sous-directrice de l'observation et des analyses statistiques au CEGT, au CGET, de Robin Leperc, cofondateur de Freelance République, et de Jean-Baptiste Marcovici, fondateur de Fréquence Running. Alors on va tout de suite commencer notre première interview ce matin. On va parler des mobilités résidentielles. Mais tout d'abord, Brigitte Baccaini, quand vous aviez 18 ans, à l'heure où il fallait faire ses choix, est-ce que vous saviez que vous allez devenir statisticienne ou vous avez choisi de faire des études de géographie pour passer une agrègue parce que vous vouliez être enseignante, par exemple ? J'ai su très vite que je voulais faire la géographie. Ça, je l'ai su à 12 ans à peu près, parce que j'ai eu une prof, comme beaucoup, hein, souvent ça, j'ai eu une prof géniale en classe de 5e, voilà, qui m'a passionnée. Donc à 12 ans, je savais que je voulais faire de la géographie, sans savoir trop à quoi ça me menait.
Je n'avais pas spécialement envie d'être enseignante, mais bon, je passais la grecque parce que ça aide pour la suite. Ah oui, ça aide plutôt, oui. Donc j'ai quand même commencé comme enseignante. Je voulais faire de la recherche, donc j'ai commencé en fait comme chercheur. Et puis assez vite, en fait, l'INSEE m'a tenté. Donc comme j'ai eu la possibilité de partir, parce qu'à l'INSEE, on peut aussi faire de la géographie quelque part. Hein, les statistiques Bien sur sûr. le territoire, c'est de la géographie. Et donc, Comme ça, petit à petit, je me suis intégrée dans cette grande maison qu'est l'INSEE. Et maintenant, donc, je suis administrateur de l'INSEE. Et donc, depuis 4 ans, 5 ans au CGET. au CGET, voilà. Alors justement, vous venez de publier votre rapport sur les mobilités résidentielles des Français. Et donc c'est ça dont on va parler ensemble aujourd'hui. Un Français sur 10 change de résidence. Bon, alors les Français sont-ils plus mobiles que dans les pays européens ? Alors, on a souvent en tête l'idée que les Français seraient peu mobiles. Alors, c'est vrai qu'un déménagement, un Français sur 10 qui déménage chaque année, on peut se dire que c'est pas beaucoup, mais c'est de fait plus que la moyenne européenne, c'est 2 points de plus que la moyenne européenne. Donc, on n'a pas à rougir de notre niveau de mobilité. Après, quand on regarde une carte des pays européens, c'est extrêmement divers, c'est-à-dire que les pays nordiques, les pays scandinaves sont beaucoup plus mobiles, les populations des pays scandinaves sont beaucoup plus mobiles. Et les pays de l'Est en particulier le sont moins. Mais nous, on est dans une bonne moyenne, plutôt au-dessus de la moyenne. Alors vous regardez dans ce rapport, vous regardez principalement la France. Est-ce que vous regardez également la mobilité vers les autres pays d'Europe ? Non, là, le rapport porte exclusivement sur les mobilités résidentielles à l'intérieur du pays, d'hommes inclus. Mais c'est vraiment les migrations internes au pays. On n'a pas du tout étudié les échanges entre la France et les pays étrangers. Alors j'ai retenu dans ce rapport que malgré tout, même si on reste presque les champions d'Europe, comme vous venez de le dire au niveau de la mobilité résidentielle, la mobilité baisse depuis 2000. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ? Oui, alors la mobilité a commencé à baisser dans les années 2000 et avec une baisse encore plus forte à partir de la crise de 2008. Alors pourquoi ? On a plusieurs... nous, on fait les statistiques après, les explications, c'est par recoupement d'informations. On en voit 2 ou 3 essentiels. La première qui est liée au marché du logement, avec des écarts de prix du logement, hein, on en est tous un peu conscients, des écarts de prix du logement, d'accès au logement entre territoires qui ne font que s'accroître. Donc des écarts entre marché du logement très tendu, en particulier dans les cœurs des grandes métropoles, et marché sous-tendu dans certaines villes. Ce qui fait qu'il est de plus en plus difficile, en particulier quand vous vivez dans une zone sous-tendue, de vendre votre logement pour déménager dans une zone où il y aurait plus d'emplois et qui serait plus tendue. Donc ça, c'est un facteur, la question du marché du logement. Le logement social aussi, le logement, il y a un effet fixateur du logement social. Quand vous avez attendu très longtemps pour avoir un logement social, vous hésitez avant de déménager, avant de le quitter, exactement. Il y a un facteur après plus d'ordre familial, qui est d'ailleurs mis en lumière par beaucoup d'entreprises et qui essayent d'œuvrer pour le contrer, qui est la croissance de la biactivité dans les couples. De plus en plus maintenant, c'est la norme, hein, dans les couples, j'ai plus un chiffre exactement en tête, mais en gros, dans les 30-50 ans, hein, les couples de 30-50 ans, les 3/4 sont biactifs, c'est-à-dire l'homme et la femme sont actifs. Et du coup, assez logiquement, vous imaginez, quand il y en a un qui veut bouger parce qu'il a trouvé un travail plus intéressant, parce qu'il est au chômage et qu'il cherche à changer de région pour aller travailler, c'est pas forcément évident pour le conjoint ou la conjointe de suivre. Donc, au bout du compte, les gens bougent moins parce que c'est plus compliqué. Alors, l'accroissement depuis la crise de 2008, ça c'est effectivement quelque chose qu'on a constaté. Il semblerait que cette crise, contrairement à la crise des années 70, ait un effet fixateur sur les gens. Parce que la crise a plutôt immobilisé. En fait, on a un petit peu peur de ne pas retrouver de travail en changeant de région. En fait, c'est ça que ça veut dire finalement. Alors, quels sont les profils de ceux qui bougent, les étudiants qui bougent le plus? Est-ce que ce sont les étudiants? C'est un peu logique qu'ils changent, mais est-ce qu'ils n'ont pas quand même tendance à rester chez leurs parents? Alors, ceux qui bougent, effectivement, la mobilité est très contrastée, d'une part selon l'âge. Ça, c'est un résultat qui est observé depuis très très longtemps. C'est entre 20 et 29 ans, en gros, qu'on bouge le plus. Ce qui est logique, parce que c'est l'âge à la fois des changements familiaux, hein, on quitte ses parents, justement, on s'installe en couple éventuellement, on a des enfants. Et puis c'est l'âge des études du premier emploi. Donc c'est l'âge où on bouge le plus et on bouge le plus loin. C'est-à-dire qu'on a tendance effectivement à quitter sa ville, à quitter sa région éventuellement pour suivre ses études. On bouge plus quand on a entre 20, dans les 20-30 ans, on bouge plus qu'avant? Globalement, dans toutes les classes d'âge, l'évolution, ce que je disais tout à l'heure sur la tendance à la baisse de la mobilité, se retrouve vraiment dans toutes les catégories. D'accord. La baisse, elle est générale. Elle est générale. Finalement, on reste plus sédentaire. Ouais, tout à fait.
Et plus on avance en âge, j'imagine, plus on reste sédentaire. Voilà, alors, ça baisse très vite après 30 ans. Et il y a un petit rebond, alors en particulier pour les mobilités de longue distance. Vous pouvez imaginer à l'âge de la retraite, sans du tout atteindre le taux de mobilité des 20-30 ans, mais il y a une petite remontée de mobilité entre 60 et 70 ans, qui est liée à l'âge de la retraite au départ, et plus sur des longues distances de nouveau. Donc là, ça veut dire que finalement, quand on prend sa retraite, beaucoup de gens finalement déménagent. Beaucoup non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Il y a un petit rebond par rapport à la mobilité dans les âges précédents, mais c'est pas, on bouge pas finalement, on ne va pas. Il y en a beaucoup qui disent je pars en Bretagne ou je pars dans le sud. On va pas tant que ça finalement s'installer dans le littoral. La mobilité après 60-70 ans reste. Oui, il y en a, mais enfin ça reste tout à fait. On préfère rester là où on connaît déjà et où on a ses amis finalement. Oui, c'est plutôt ça. Alors, faisons un peu le focus sur le Val d'Oise et l'Île-de-France, si vous voulez bien. La population du Val d'Oise a augmenté j'ai vu de 44 230 personnes, c'est précis, mais vous dites que c'est seulement une hausse de 0,74% en moyenne, et finalement, notre solde migratoire est négatif, c'est ça ? Alors, c'est propre à l'Île-de-France et à tous les départements d'Île-de-France. Alors, le plus caractéristique c'est la ville de Paris même, 75. C'est-à-dire que l'Île-de-France et donc le Val d'Oise et les autres départements, globalement, ont une population qui continue de croître, sauf Paris, justement, le dernier recensement l'a bien annoncé, que Paris a commencé à perdre de la population, mais une population qui n'augmente que du fait du solde naturel, c'est-à-dire de la différence entre les naissances et les décès. Voilà. Parce que la population est jeune, comme on disait tout à l'heure, l'Île-de-France est une région qui attire des étudiants, des jeunes, donc c'est une population jeune, alors que les personnes âgées en partent plutôt. Donc son solde naturel reste très positif. Par contre, son solde migratoire, donc la différence entre les entrants et les partants, les sortants, lui est très négatif. Il y a beaucoup plus de gens qui partent que de gens qui arrivent, et ça c'est vrai pour tous les départements de la région parisienne. Le solde naturel étant très positif, il fait plus que compenser le déficit migratoire. Mais avec une tendance quand même, ce n'est plus le cas dans Paris, c'est tout nouveau. La ville de Paris maintenant perd parce que le solde naturel n'arrive plus à compenser un solde migratoire très très négatif. Alors quelles sont les conséquences pour vous sur ce déficit ? En fait, comme on le disait tout à l'heure, c'est que les mobilités ne se produisent pas de la même manière pour toutes les catégories sociales et tous les âges. Et ce qui se passe en Île-de-France et en particulier dans Paris, c'est que les seules populations qui continuent d'arriver, qui continuent à avoir un solde relativement positif important pour Paris, ce sont les jeunes toujours, jeunes étudiants, diplômés, et les cadres. Donc peu à peu, on a une région, en particulier une ville de Paris, qui concentre une part de plus en plus de cadres et de jeunes diplômés, et de moins en moins, par contre, les catégories plus populaires, les ouvriers, les employés et les retraités en particulier, la quittent de plus en plus. Donc si on se projette à des années devant nous, on va avoir de plus en plus, et on sent bien avec des impacts qu'on voit sur le prix du logement évidemment et d'autres effets de ce type-là, une ville de plus en plus effectivement de cadres et de jeunes diplômés. Oui, mais ça c'est un choix que Paris a fait, parce que nous on le voit bien en Val d'Oise, vu que Paris a exporté entre guillemets sa population, cette population dont vous parlez qui a besoin d'aide en Val d'Oise. Donc nous on voit bien. Elle part même de plus en plus loin maintenant, les classes populaires, elles vont même maintenant au-delà du Val d'Oise, le desserrement va au-delà des frontières de la région parisienne. Les classes populaires, elles sont même plus loin, plutôt dans l'Oise et dans les départements autour de la Alors, quel impact socio-démographique et donc peut-on donc tirer de vos conclusions de ce rapport du déficit migratoire pour la région pour la région Île-de-France? C'est un peu ce que je vous disais, c'est une région effectivement qui tend à devenir de plus en plus une région de cadres et de personnes diplômées, et de moins en moins de classes populaires et de personnes âgées. Ça, c'est vraiment un effet direct des mobilités résidentielles. Alors justement, vous dites, vous, que les villes sont au défi de la décroissance. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça dépend quelle ville. En gros, si on regarde une carte des régions, des départements, des soldes migratoires, des dynamiques migratoires en France, on a une coupure qui s'est créée petit à petit depuis une cinquantaine d'années, qui est maintenant très nette. En gros, une ligne qui va en gros de Saint-Malo à Genève, entre une France du Nord-Est où en gros tous les territoires, grandes villes ou territoires ruraux sont déficitaires, c'est-à-dire accueillent moins de gens qu'il y en a qui partent, et tout un grand espace sud-ouest, et en particulier le littoral atlantique, qui est largement excédentaire, que ce soit les petites villes ou les grandes villes. Donc opposer systématiquement
des grandes métropoles qui seraient gagnantes, en particulier la mondialisation, et des petites villes en décroissance, les choses sont un peu plus compliquées que ça. Ça dépend où se trouve la grande ville et où se trouve la petite ville sur le territoire français. Mais pourtant, on voit bien quand même une périurbanisation et l'arrivée de métropoles. Ça, on voit bien que c'est une tendance. Et vous La pensez que ça peut être périurbanisation, oui, la tendance au desserrement, c'est-à-dire que les métropoles, les grandes villes prises globalement, après ça dépend où elles sont situées, mais je vous dis, les grands pôles urbains sont globalement, comme Paris, tous déficitaires. On voit plus de gens partir globalement qu'arriver. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui arrive, mais il y en a plus qui partent. Ça veut dire que les Français n'ont pas envie finalement de vivre en métropole. Eh bien, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Tendance à se desserrer, effectivement, et à se desserrer de plus en plus loin. Aujourd'hui, les territoires qui gagnent le plus par mobilité résidentielle, c'est les grandes périphéries, et même les espaces ruraux sont en train de rattraper ces grandes périphéries urbaines en termes de croissance par la... Donc en fait, on s'étale beaucoup plus qu'avant, finalement, et on n'a pas envie de devenir comme les Chinois, des villes de milliards d'habitants. Enfin, en tout cas, millions, on va dire. On n'a pas envie, après, dans les départs de la population, des Français, vers les grandes périphéries, il y a une part de choisi, effectivement, et il y a aussi une part d'imposer, bien sûr. Comme on disait tout à l'heure. Le prix du logement, par exemple. Voilà, exactement. Donc, faire la part de ce qui est choisi, de ce qui est une contrainte, est des fois un peu compliqué. Alors, dans votre rapport, vous abordez le problème de la déconcentration de la population, on vient d'en parler, et vous dites, va-t-on, moi c'est la question que j'ai envie de vous poser, va-t-on vers un renforcement de l'automobile, puisque nous dépendons à 77% de notre automobile, du fait que nous habitons de plus en plus loin, par exemple, de notre lieu de travail, ou comme en Val d'Oise, on ne peut pas se mouvoir de manière transversale, puisqu'il n'y a pas de transport en commun. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est tout à fait ce que vous dites, hein, la tendance au desserrement. Ce qu'on constate, c'est que la population a de plus en plus tendance à se desserrer, alors que les emplois suivent exactement le mouvement inverse. Les emplois se concentrent de part. On n'en parle pas dans ce rapport-là, mais on l'a traité dans d'autres travaux de l'Observatoire des territoires. L'emploi, lui, a tendance, année après année, à de plus en plus se concentrer dans le cœur des métropoles. Donc, la conclusion est claire. Hein. Plus vous êtes loin des centres des métropoles, plus il y a un déficit relatif d'emploi par rapport à la population d'actifs résidents. Et les travaux aussi, les calculs de l'INSEE ou d'autres sur les déplacements domicile-travail montrent qu'année après année, les distances parcourues en moyenne par les actifs ne font que s'accroître. Mais c'est ce que disent d'ailleurs les chefs d'entreprise et les salariés qui viennent à ce micro, qu'ils font quelquefois maintenant 20 minutes de plus pour atteindre leur bureau qu'avant. Donc là, ça provoque, ça provoque des énervements, on voit bien, et puis un manque de rentabilité pour une entreprise d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Alors après, l'automobile, les territoires font des efforts en termes d'aménagement, transport en commun. Hein, c'est aussi, mais en termes de purement mathématiques, de distance et d'éloignement, ça c'est montré effectivement que les actifs habitent en moyenne de plus en plus loin de leur lieu de travail. Alors, ce qui est important aussi à souligner dans votre rapport, c'est la différence de croissance migratoire entre les régions, et ça augmente, vous dites. Oui, les écarts. Alors, autant, ce qu'on vient de dire, à cause du fait du desserrement, au niveau local, les dynamiques migratoires ont plutôt tendance à s'homogénéiser, alors qu'entre régions, c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure avec cette ligne de partage Saint-Malo-Genève, les contrastes entre régions ne font que s'accroître, avec des régions en particulier, donc tout ce grand sud-ouest, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, qui sont des régions aujourd'hui extrêmement attractives. La Nouvelle-Aquitaine gagne aujourd'hui par le jeu des migrations 5 fois plus d'habitants qu'il y a 20 ans, alors que c'est l'inverse pour l'Île-de-France. Même le littoral méditerranéen, qui était la grande zone très attractive il y a 20 ou 30 ans, est en baisse d'attractivité, pour des effets de saturation probablement et de prix du logement, le prix du logement à Nice en particulier. Donc en ce moment, aujourd'hui, les régions les plus attractives, c'est vraiment les régions du grand quart sud-ouest, et en particulier le littoral atlantique. Donc là, on voit bien qu'il y a eu des efforts également pour attirer, je pense, des entreprises qui s'installent. Oui, il y a aussi au cadre de vie. Voilà. Il n'y a pas que l'aspect économique, oui, tout à fait. Il y a l'aspect économique et puis il y a l'aspect, comme vous dites, du cadre de vie, bien sûr. Donc les gens sont à la recherche. Donc on reste bien français, finalement. On est les cadres de vie en premier. Peut-être, Jean-Baptiste Marcovici, vous vouliez réagir, et notamment avec la crise des Gilets jaunes sur les déplacements.
Oui, non, mais ce que je pensais, c'est qu'en fait, on pouvait faire quand même des économies au niveau de sa manière de se déplacer. Si par exemple on aménage plus de pistes cyclables, on pourrait encourager les gens à venir au travail en vélo. Alors même si c'est des distances de 15-20 km, c'est faisable. Moi, je le fais tous les jours, hein. Je vais au travail en vélo tous les jours, je fais 15 km, je traverse tout Paris et je pense qu'on peut aussi le faire en banlieue. Donc aménager plus de voies de transport, on va dire, écolo. Justement pour permettre aux gens d'arriver plus vite au travail tout en faisant du sport et puis du coup d'avoir un meilleur niveau de vie, d'être en meilleure santé et donc d'être plus productif au travail. Et je pense qu'on pourrait aménager de nouveaux types de moyens de transport avec le sport justement. Donc vous êtes pour le partage de différents moyens, par exemple la trottinette électrique sur les couloirs de vélo, ça vous dérangerait pas? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas à Paris, puisque j'en croise tous les matins. Après, c'est qu'une question de sécurité. Hein. Oui, parce que ça va vite comme petit faut outil juste, de déplacement. Limiter un petit peu les vitesses, parce que souvent les voies nous dépassent et on les entend pas. Et je crois que c'est pareil pour les voitures. Après, c'est des questions de sécurité, mais c'est aussi parce que les pistes cyclables sont peut-être trop petites. Et donc, si on avait aménagé des pistes cyclables un peu plus grandes, comme des autoroutes, hein, on n'aurait pas tous ces problèmes de sécurité. Donc, je pense qu'il faut aussi repenser notre manière de voir. Donc repenser notre espace. Ouais, et sans que ce soit trop compliqué à mettre en place. Hein. Oui, parce que la France, c'est pas si grand que ça. Donc je pense qu'il y a des choses à faire. Merci beaucoup Jean-Baptiste Marcovici. On va poser la même question à Robin Leperc. Alors moi, en complément de ce que disait Jean-Baptiste, j'aurais envie de lui dire qu'on a déjà du mal à entretenir le réseau routier français, alors construire des pistes cyclables et des autoroutes, j'ai peur que ce soit pas demain la veille. Non, moi je voulais simplement intervenir par rapport à ce qui a été dit précédemment sur la mobilité résidentielle. Dans le logement, la mobilité résidentielle. Je pense qu'il y a un paramètre important aujourd'hui qui est la possibilité de faire du travail à distance. On parlait du web. Et c'est aussi pour ça que, et nous on y viendra tout à l'heure, dans notre communauté, pas mal de gens qui travaillent à distance. Et ces gens-là n'hésitent pas à s'installer justement dans le sud-ouest parce qu'ils ont capacité à répondre à leurs clients aussi simplement depuis Bordeaux que depuis Paris, tout simplement en utilisant le web. Les capacités à animer à distance des réunions, à envoyer des documents, à partager du code informatique en l'occurrence. Et vous d'ailleurs, on va peut-être en parler tout à l'heure, dans la gestion de votre entreprise, ça ne vous fait pas peur d'avoir des collaborateurs à distance? Alors après, ça dépend des méthodologies d'animation d'équipe. Il y a de plus en plus de sociétés qui privilégient le travail à distance, notamment parce qu'il y a un gros pôle technique à Paris. À Paris, les lots, vous le savez, on en parlait tout à l'heure, justement, le mètre carré est assez cher. Donc finalement, si on peut inciter les gens à rester chez eux et travailler de chez eux, ça évite d'avoir à acquérir des bureaux supplémentaires et donc avec des coûts associés qui ne sont pas neutres. Donc à partir du moment où on a la bonne organisation, le fait que les gens travaillent à domicile permet de bien s'organiser et de réduire aussi la facture au final. Alors pour conclure peut-être Brigitte Baccaini sur ce rapport, quelle est votre conclusion pour prévenir justement tous ces changements qui sont très interpellants parce qu'on s'y attendait pas du tout. Vous dites donc que c'est la région sud-ouest en ce moment qui attire le plus, alors que la région est de la France, par contre, elle diminue également comme l'Île-de-France. Donc c'est surprenant, tous ces... On ne diminue pas encore. On sent qu'il y a une réduction de l'attractivité. Ça ne veut pas dire encore qu'elle perd de la population par la migration. En fait, c'est pas qu'on s'y attendait pas. Hein. C'est des mouvements, quand même, tous ces mouvements démographiques sont des choses de long terme. Il n'y a pas des retournements de tendance du jour au lendemain. Donc, quand on voit les cartes qu'on publie dans le rapport, on voit depuis une cinquantaine d'années les mouvements, les évolutions qui se font quand même sur le long terme. Ce n'est pas des retournements Bien sûr. De la même manière, la tendance à la périurbanisation, le desserrement, c'est quelque chose qui a démarré il y a 30 ou 40 ans. Effectivement, ce qu'on observe, c'est que c'est de plus en plus loin des centres-villes, mais c'est quand même des mouvements de fond qui ne sont pas des retournements majeurs. Ce qui est le plus préoccupant, en tout cas, ce qui nous a le plus surpris, peut-être, qui peut être préoccupant pour les pouvoirs politiques en particulier, mais les conclusions du rapport, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure concernant Paris, c'est le côté séparateur socialement des mobilités résidentielles. C'est-à-dire qu'en gros, sous l'effet des mobilités résidentielles, les différences de structure sociologique des territoires ne font que s'accroître. Les territoires ouvriers sont encore plus ouvriers sous l'effet des migrations résidentielles. Les territoires de cadres sont encore plus cadres. Donc les mobilités
on pourrait faire d'accroître Donc, les séparations. Voilà, entre grosse groupes, disparité, entre groupes sociaux. Tout à grosse disparité finalement entre les centres-villes des grosses villes et finalement fait. Et les les territoires autour. Tout à fait. Et puis si on croise en plus avec la géographie, le nord, l'ouest, etc., on a globalement des séparations qui s'accroissent entre groupes sociaux. Merci beaucoup en tout cas pour ce rapport, c'est très intéressant. Je rappelle que ce rapport est disponible sur Internet si vous voulez avoir plus d'informations. Il vous suffit de taper l'Observatoire des analyses ou d'aller carrément sur le site du CGET, du Commissariat général à l'égalité des territoires, et qui possède aussi un outil qui permet de zoomer pour obtenir les chiffres de votre région ou même de votre département. Second thème du jour, c'est le travail sous forme de freelance, mais avant, une toute petite coupure musicale. On n'a pas le temps. On reprend. Voilà, c'était juste un petit jingle IDFM avant de changer de sujet. Je suis toujours au bar de l'économie en compagnie de Brigitte Baccaini, sous-directrice de l'observation et des analyses statistiques au Commissariat général à l'égalité des territoires, de Robin Lepercq, cofondateur de Freelance République, et de Jean-Baptiste Marcovici, fondateur de Fréquence Running. On va tout de suite passer la parole à Robin Lepercq pour Freelance République. Alors vous avez créé une plateforme de sélection de métiers très tendance, on va dire. C'est des métiers de l'informatique, les développeurs, voilà, et des développeurs, chefs de projet et consultants, mais sous forme de freelance. Alors pourquoi déjà ce choix de ne prendre que des freelances ? Alors, nous, on partait d'un constat. Déjà, on avait une proximité avec le secteur informatique, donc je parle de mes associés et moi-même, de par notre passé professionnel, et notamment l'observation d'une espèce de tendance de fond qui est le développement en France, et d'ailleurs pas qu'en France, en Europe, et même encore plus aux États-Unis, de l'emploi en freelance. Et notamment dans les métiers très spécialisés, qu'on appelle aujourd'hui les métiers de l'IT ou de la tech ou de l'informatique. Voilà, la tech, on dit plutôt, oui, c'est vrai. D'une manière encore plus générale. Et dans ces métiers-là, une tendance très forte à aller vers l'emploi freelance. Donc je dirais que le CDI n'est plus aujourd'hui le mode contractuel forcément privilégié, notamment par les jeunes diplômés. Et donc il y a cette tendance qui est là et qui est vraiment fondamentale. À l'aval de cette tendance, on a constaté une pénurie aussi, tout simplement, de main-d'œuvre, notamment dans ces métiers techniques. Et on s'est dit qu'il y avait sans doute de la place à aller essayer d'améliorer globalement le système avec des acteurs qui n'avaient pas forcément les bons outils ni les bonnes méthodologies pour pouvoir apporter le maximum d'efficacité dans le secteur. Et donc on a regardé un petit peu ce qui pouvait pêcher dans la mise en relation entre ces techniciens en freelance, ces ingénieurs en freelance et les entreprises. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quelques trous dans la raquette qu'on a essayé de combler avec Freelance République. Alors justement, donc là maintenant vous arrivez à combien au bout de 4 ans d'activité, puisque vous avez démarré, on va dire que la plateforme a démarré en 2015. Oui, c'est ça, on a démarré, on va dire, fin 2015. Donc on approche 3 ans et demi, 4 ans d'activité. Aujourd'hui, il y a à peu près 12 000 membres sur Freelance République, donc essentiellement des freelances, on va dire à 90%, et puis les 10% sont les entreprises, puisque c'est une place de marché à double entrée, basée sur le principe de la sélection. Donc on sélectionne drastiquement les profils des freelances d'un côté et on sélectionne drastiquement la qualité des missions de l'autre. Donc pour bien comprendre comment ça fonctionne, c'est-à-dire on s'inscrit, qu'on soit employeur, ou freelance, on s'inscrit directement sur la plateforme, vous n'intervenez pas, vous ne recevez pas les candidats, vous ne faites pas comme un chasseur de tête. Alors si, en fait, les candidats s'inscrivent d'un côté et les clients s'inscrivent d'un autre côté, mais ensuite il y a un aspect fondamental que j'évoquais qui est la sélection. Donc là on a des équipes qui prennent contact d'un côté avec les candidats et de l'autre côté avec les clients pour bien qualifier les besoins, les attentes, les compétences, et pas seulement les compétences techniques, également les compétences de savoir-être. On parlait tout à l'heure de mobilité, mais par exemple un paramètre fondamental pour un freelance, c'est de savoir à quelle distance de chez lui il va devoir se déplacer pour aller travailler. Donc on prend en compte toutes ces dimensions pour
constituer en temps réel des pools notamment de développeurs et de chefs de projet, puisque c'est notre cœur de métier, qui soient disponibles, prêts à s'investir sur des missions. Et ensuite, quand on a la demande de la part de clients, une fois qu'on s'est assuré que les missions étaient de bonne qualité, on a de l'intelligence artificielle qui va aller identifier les prestataires les plus adéquats dans un premier temps, puis ensuite on a l'intelligence humaine qui prend le relais pour aller justement véritablement proposer un nombre de compétences réduit et déjà intéressé par les missions aux clients. Voilà, Voilà, donc c'est en vraiment fait, une valeur ajoutée par rapport à des plateformes généralistes où finalement le client va aller faire son marché parmi des dizaines de profils et puis à lui d'identifier qui est disponible, qui est compétent pour sa mission. Nous, on fait tout ce travail à l'avance. C'est vraiment ça l'idée de Freelance République. donc finalement, quand pour un candidat, c'est-à-dire quelqu'un qui veut être un consultant, qui veut être freelance, remplir son CV, c'est très important. Chaque mot pèse finalement. Alors, il faut que effectivement, le CV doit être particulièrement bien renseigné. Ensuite, quand vous vous inscrivez sur Freelance République et puis également sur d'autres plateformes, maintenant il y a des possibilités de ce qu'on appelle parser le CV, c'est-à-dire que vous n'avez pas à le retaper, il est automatiquement repris directement par la plateforme. Comme ça vous permet d'avoir un profil complet en quelques minutes. Ça, c'est l'avantage de l'intelligence artificielle. Voilà, donc là, c'est-à-dire que ce sont des profils qui ressemblent un petit peu à des profils LinkedIn, mais qu'on essaye d'enrichir d'énormément de paramètres supplémentaires. Par exemple, on demande au candidat de se présenter avec un petit texte d'introduction, déjà qui en dit pas mal sur son état d'esprit, sur sa maîtrise de technique, sur pas mal de choses. Et puis surtout, on a l'éclairage qui est apporté par nos équipes au travers justement des entretiens, qui sont des entretiens individuels qu'on mène avec chaque candidat, et où là, effectivement, on va descendre jusqu'à savoir quelles sont les compétences principales, les compétences secondaires, pour vraiment savoir quelle est la valeur ajoutée que l'indépendant peut apporter dans une mission. Alors justement, vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui est très intéressant. Vous avez dit qu'il n'y a pas que les compétences techniques, mais aussi le comportement finalement. Mais comment vous pouvez le juger? Alors, je dirais que quand on est sur des missions techniques, sur des missions de développement, on y viendra peut-être après avec Jean-Baptiste qui a également, on en parlait tout à l'heure avant de démarrer l'émission, ce type de besoins. Ce sont des besoins qui sont assez fondamentaux pour les entreprises, parce que les entreprises placent l'IT de plus en plus au cœur de leur activité, pas seulement les startups, aussi les grands groupes. Donc, nous, notre credo, c'est de se dire on devrait sélectionner les freelances avec autant de soin qu'on sélectionne nos collaborateurs en CDI. Or, la sélection des freelances, notamment dans les métiers techniques, elle est souvent déléguée à des gens qui sont déjà dans la partie technique. Et donc, ils vont sélectionner les freelances au travers de leur propre filtre, qui est un filtre essentiellement technique. Quelles sont les compétences techniques? D'accord? Qu'est-ce que vous savez faire? Quels sont les technos que vous maîtrisez? Quels sont les méthodos que vous avez utilisés dans vos missions précédentes? Et alors que quand on va engager quelqu'un en CDI, il y a un filtre supplémentaire qui est souvent donné par ce qu'on appelle les directions ressources humaines, où on va s'intéresser véritablement à la personnalité du candidat, à son savoir-être, etc. Nous, on essaye, Freelance République, d'apporter cet éclairage, c'est-à-dire de ne pas se limiter uniquement aux aspects techniques, aux aspects de parcours, aux aspects de technologie qui sont maîtrisés par les candidats, mais d'aller au-delà et justement d'apporter cet éclairage de par notre propre connaissance des RH, de dire voilà, c'est quelqu'un qui va avoir un profil interculturel plutôt de ce type-là, qui va être plutôt quelqu'un qui va travailler en équipe ou quelqu'un qui va avoir un profil plus individualiste, sachant qu'il n'y a pas de bon profil en soi, mais par rapport à une mission donnée, un profil qui est attendu, parce qu'il va y avoir une équipe technique derrière plus ou moins étoffée, avec des gens qui vont devoir s'insérer dans cette équipe, ou au contraire, on va préférer qu'ils travaillent à distance, ou qu'ils soient plus concentrés sur leur code. Donc voilà, c'est tous ces filtres-là qu'on essaye de valider à l'amont pour apporter véritablement un regard le plus détaillé possible à nos clients. Alors, quels sont les métiers en tension actuellement demandés par vos clients? Alors nous, on intervient exclusivement sur les métiers du développement web et mobile et de la gestion de projets web et mobile. Donc ce sont des métiers qui sont très en tension. Pour vous donner un ordre d'idée, un développeur qui terminerait une mission à la fin du mois de mars, par exemple, il aurait déjà une dizaine de propositions de mission avant même que sa mission soit terminée. D'accord. Donc c'est pour ça que cet aspect de sélection de la mission, de très bonne compréhension de ce qu'attend le développeur, c'est quelque chose de crucial dans le process. Parce que comme c'est un marché dans lequel il y a énormément de besoins et une grosse pénurie de main-d'œuvre, je dirais qu'il y a une tendance jusqu'à présent, elle est un petit peu à la facilité, c'est-à-dire proposer un peu n'importe qui sur n'importe quoi, d'appeler les freelances pour leur proposer des missions, même qui éventuellement ne sont pas dans leur stack technique,
Donc on a essayé, et on essaye nous, Freelance République, voilà, de s'imposer un niveau de qualité dans lequel on va véritablement proposer la mission qui va intéresser le freelance et puis de proposer le freelance qui va être vraiment adapté à la mission. Et ça suppose un filtre très important. Voilà, et on comprend mieux aussi pourquoi ceux qui cherchent, donc les employeurs, doivent aussi, eux aussi, être très précis dans leurs demandes. Très précis et très exigeant également sur les profils qu'ils recrutent. C'est pas parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre qu'on va recruter n'importe qui. Alors justement, puisqu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, vous faites comment pour les trouver ? Alors justement, tout l'enjeu d'une plateforme comme la nôtre, c'est de mettre en place la logistique qui va permettre d'identifier rapidement les meilleurs candidats. Donc la première chose, c'est de les inciter à s'inscrire sur Freelance République. Et pour les inciter à s'inscrire sur Freelance République, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un niveau de service qui soit très bon derrière, puisque c'est avant tout le bouche à oreille qui drive les candidats chez nous. Nous, on n'essaye pas d'avoir tout le marché, d'avoir des dizaines de milliers de membres. Ce n'est pas du tout notre optique. On essaie juste d'avoir les meilleures compétences et de leur offrir la meilleure qualité de service. Alors c'est un peu prétentieux de dire ça. Je ne dis pas qu'on a la meilleure qualité de service, mais en tout cas, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment notre moteur. Alors quels sont les services que vous leur proposez justement à ces freelances ? Alors le premier service, c'est de leur proposer la bonne mission, voilà, au bon prix. Et derrière, des services de logistique autour de la mission, c'est-à-dire de la gestion de ce qu'on appelle dans le jargon les comptes rendus d'activité, qui viennent sanctionner l'activité sur une période écoulée et qui vont déclencher la facturation. On va gérer toute la partie facturation. Puis une chose très importante, à la fois côté entreprise et côté freelance, c'est de gérer toute la partie propriété intellectuelle et également tous les risques qui peuvent être liés à l'emploi de freelance, comme le prêt de main-d'œuvre illicite, D'accord, donc on a et d'autres choses, voilà, qu'on traite très bien au travers de nos contrats qui sont relativement touffus. Donc on a bien compris. Donc pour eux, vous gérez toute la partie facturation pour les freelances. Oui. C'est vous qui facturez, c'est pas eux, ils n'ont pas besoin de faire ce travail-là. Et puis toute la propriété intellectuelle. Voilà, en fait, on essaye de les dégager de tous les risques qu'il peut y avoir dans le fait de travailler chez un client quand on est indépendant. Et notre premier service, c'est avant tout de leur trouver la bonne mission. Alors, dernière question, Robin Leperc. Chez Freelance République, vous êtes maintenant une vingtaine de salariés. Est-ce que vous... En entreprise étendue, c'est ça, il y a à peu près 20 personnes. En entreprise étendue, comme on dit maintenant. Sur le projet. Sur le projet, ça veut dire en fixe, en bureau ou à distance, ça veut dire. Absolument. J'explique pour les auditeurs. Est-ce que vous avez des postes à pourvoir en ce moment ? Alors, on recherche en permanence deux types de collaborateurs. Donc là, on parle des collaborateurs qui travaillent à l'intérieur de Freelance République. Il y a les collaborateurs qui sont ce qu'on appelle, nous, des talent advocates, en fait, qui sont des chargés de recrutement. Donc ce sont les gens, justement, qui sont en relation directe avec nos membres et qui vont échanger avec nos freelances et qualifier les profils des freelances et assurer la relation avec eux. Et puis, de l'autre côté, on cherche aussi des business développeurs qui sont là plus du côté client, donc, et qui sont chargés de comprendre quels sont les besoins des clients, de les accompagner dans la durée et de faire en sorte qu'ils aient une gestion simplifiée de leur parc de freelance. Alors là, c'est plus un profil commercial ou il faut aussi avoir une connaissance en informatique technique ? Alors, ça peut être des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce. On est assez exigeant sur le niveau des recrutements que l'on fait parce que voilà, c'est le cœur de l'usine Freelance République. Et voilà, comme on essaye d'avoir un bon niveau de qualité, il faut des gens qui aient une capacité à comprendre les enjeux à la fois dans les entreprises et puis les enjeux des indépendants et notamment des ingénieurs informaticiens qui sont freelance. Oui, parce que ce n'est pas un statut facile. En France, en tout cas, le statut de freelance, il y a plein de problèmes qui vont avec, donc il faut bien comprendre les enjeux, bien sûr. Merci beaucoup de nous avoir présenté cette plateforme. Je rappelle Freelance République pour tous les métiers de IT, de la tech, comme on dit, c'est-à-dire développeur, chef de projet et consultant, mais en freelance. Autre sujet aujourd'hui, eh bien, c'est avec Jean-Baptiste Marcovici. Donc, vous avez fondé, il y a 2 ans maintenant, Fréquence Running. Donc, on part dans le sport avec vous. 50 000 utilisateurs en 2 ans, c'est une belle performance. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec Fréquence Running ? Alors, Fréquence Running, déjà, c'est un coach digital. Donc, c'est une application mobile qui se télécharge gratuitement sur les stores. Et c'est un coach digital qui vous facilite l'entraînement pour réaliser des objectifs qui vont du 10 km au marathon. Donc, n'importe quel coureur qui veut se préparer pour un objectif peut télécharger l'application et on va lui créer un plan d'entraînement personnalisé. Donc, c'est un programme interactif à travers une application mobile.
qui interagit donc avec le coureur. C'est le coureur qui prend le contrôle de son programme d'entraînement. Il va pouvoir déplacer par exemple des séances d'entraînement, annuler des séances. Et on a développé un algorithme innovant qui permet de s'adapter à tous ces retours des coureurs et d'évoluer au fur et à mesure de la préparation pour que le coureur arrive dans les meilleures dispositions le jour J, le jour de son objectif. C'est-à-dire qu'en fait, avant même de commencer une course, il sait s'il est en forme, enfin s'il peut la faire ou pas grâce à votre algorithme. Voilà, donc effectivement, on a des données sur le niveau du coureur, on connaît son état de forme après chaque entraînement, et donc on peut réadapter en fait sa préparation en fonction de cet état de forme, et donc on peut même prédire, par exemple, le chronomètre qu'il va faire le jour de la course. Et donc, on peut dire que vous avez créé cet algorithme grâce à des athlètes, finalement, Voilà. et grâce à l'INSEP. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu de comment est partie l'idée de base? Alors, l'idée, c'est qu'au départ, on est déjà... moi, je suis coureur, j'ai fait pas mal de marathons. Dans l'équipe fondatrice, on est 3 coureurs ou triathlètes. Donc, on a tous, et de très bons niveaux. On a un associé qui court, par exemple, 10 km en moins de 32 minutes. Donc, ah oui. Qui fait les championnats de France régulièrement tous les ans. Et du coup, on a vraiment une très bonne connaissance de la course à pied. Moi, je suis en club d'athlétisme depuis l'âge de 5 ans quasiment. Donc, on est tous coureurs. Et effectivement, on a commencé à nouer des partenariats avec des institutions pour essayer justement de faciliter l'entraînement de tous les coureurs, qui soient d'ailleurs en club déjà ou des gens qui courent plutôt seuls. Alors, pourquoi est-ce que vous avez développé... est-ce que ça manquait, un outil? Il l'imprimait, il le collait sur son frigo et il essayait de suivre les séances, sauf que le plan d'entraînement, comme il était statique, il n'évolue pas. Et donc nous, on s'est dit, à force de faire des plans d'entraînement, de modifier son programme, on s'est dit pourquoi pas faire une application mobile qui permette justement de gérer tous ces cas du coureur. Par exemple, un coureur, des fois, il peut être blessé, il ne sait pas quoi faire, donc il ne sait pas s'il doit suivre le programme ou pas. Tout ça, c'est des règles métiers qu'on a implémentées dans notre algorithme. Alors, on a un coach également dans l'équipe qui nous aide à préparer tous ces programmes d'entraînement et à implémenter les bonnes règles. Et en fait, après, c'est de l'informatique. Moi, je suis ingénieur. J'ai des associés qui sont également ingénieurs. Donc après, c'est de l'informatique. On parlait du web tout à l'heure. Grâce à l'informatique, on arrive à automatiser des règles métiers dans une application. Et le coureur, lui, il n'a plus à se poser de questions puisqu'on fait tout pour lui. On lui trouve les solutions à tous ses problèmes grâce à une application mobile. Grâce à cette application mobile, donc ça s'appelle Fréquence Running. Mais alors, votre modèle économique, comment est-il basé, puisque vous avez dit que c'est gratuit? Alors c'est gratuit jusqu'où? Alors c'est gratuit avec un modèle freemium, c'est-à-dire que l'utilisateur, s'il veut avoir des fonctionnalités avancées, donc des fonctionnalités en plus qui lui permettent de personnaliser encore plus son expérience d'entraînement, avoir par exemple un coach vocal qui parle un peu plus, accéder à des nouveaux types de séances. Du coup, on a un abonnement premium à partir de 7 € par mois. Voilà, donc ça c'est une première source de revenus, donc le premium. Et ensuite, on a également de la publicité. Donc on affiche par exemple des conseils aux coureurs. Et ce sont des conseils qui sont sponsorisés soit par des marques, soit par des organisateurs de courses qui veulent être visibles dans l'application. Donc la publicité est aussi une source de revenus chez Fréquence Running. D'accord, donc vous avez plusieurs modèles finalement économiques, la publicité c'en est un, et puis l'abonnement payant. Vous avez dit qu'on pouvait avoir un coach personnalisé. Est-ce que si par exemple on a un accident, on peut contacter ce coach éventuellement par abonnement, si on a cet abonnement? Non, alors aujourd'hui on n'a pas encore mis en place de mise en relation avec des coachs, on va dire physiques. Donc c'est un coach digital aujourd'hui, voilà, c'est un coach digital. Par contre, on est présent on a un groupe Facebook, Instagram, Twitter, donc on peut interagir directement avec nos coureurs. En général, quand ils ont un petit souci dans l'entraînement, ils savent pas trop le gérer avec l'application. Donc là, on est vraiment réactif, on répond vraiment très très vite. Ils peuvent aussi nous envoyer des mails sur notre messagerie interne. Et on est vraiment très réactif. Et c'est ce qu'aiment bien nos coureurs, c'est qu'ils ont aussi la proximité avec des personnes humaines. Il n'y a pas qu'une application, il y a aussi l'accompagnement physique dans certains cas. Et heureusement, l'application permet de résoudre déjà la plupart des cas. Des cas qui se sont exactement, présentés. et quand on a des retours des utilisateurs, en général, ça nous permet d'améliorer encore plus l'application pour justement intégrer toutes ces nouvelles règles dans le programme. Alors, quels sont vos besoins maintenant pour Fréquence Running, pour vous développer pour 2019 ?
Eh ben, nous, déjà, on cherche. Donc là, on a 50 000 coureurs actuellement. On cherche à avoir 100 000 coureurs d'ici la fin de l'année en France. Donc, il nous faut des ressources de développement. Donc, on recherche des jeunes, des stagiaires, parce qu'on a quand même des moyens limités. Hein. On ne peut pas encore recruter actuellement, mais en tout cas, on cherche des jeunes qui sont passionnés par le sport, passionnés par la course à pied, qui ne sont pas que des gens qui aiment la technique. Nous, on veut des gens aussi qui s'investissent dans le sport, qui s'impliquent vraiment dans des nouveaux usages innovants. Donc on cherche essentiellement des développeurs web et mobile et plutôt des stagiaires. Alors comment vous financez votre société finalement maintenant en ce moment? Au départ, c'est des fonds propres. C'est de la Love Money, voilà, donc des fonds propres. Ou de la Love Money, donc c'est effectivement des gens de notre entourage qui nous ont aidés à effectivement apporter au départ un capital initial. On a également été financé par des fonds publics, hein, par la BPI. Donc on a suivi des programmes d'accompagnement. Ce sont des prêts qu'il faut rembourser. Voilà, sur combien de temps? C'est des prêts sur 5 ans. Voilà. Et donc ce qui nous permet aujourd'hui d'être vraiment autonomes. Hein. On est vraiment nos propres actionnaires aujourd'hui. Hein. La BPI ne vous a pas demandé un pourcentage de devenir actionnaire, en fait, c'est ça que vous voulez dire? Non, il n'y a par pas rapport à d'autres fonds d'investissement? Non, il n'y a pas de dilution aujourd'hui. Voilà. Après, ce n'est pas inenvisageable que d'ici 2020, on prépare une levée de fonds un peu plus conséquente, donc avec des nouveaux actionnaires qui rentrent en jeu. Mais aujourd'hui, on est suffisamment autonome pour se déployer, et notamment à l'international, qui est notre objectif. Voilà, votre premier objectif, c'est 100 000 utilisateurs en France cette année, voilà, pour pouvoir vous développer à l'international. Exactement. Parce qu'en fait, vous allez sans doute vouloir signer des contrats avec les coureurs professionnels, j'imagine. Alors aujourd'hui, pas forcément, mais on est surtout sur des coureurs, on va dire. En fait, nous, on est vraiment ouvert à tous les coureurs, hein, que ce soit des débutants, des gens plus experts. Après, grâce à notre plateforme, comme on a beaucoup de données, de coureurs, on est capable aussi de recruter, on va dire, des coureurs vraiment experts qui peuvent devenir des coureurs professionnels. Donc on est plus dans la démarche peut-être d'aller aider des institutions comme la Fédération française d'athlétisme à les aider à recruter des nouveaux talents, par exemple, sur la base des coureurs qu'on a. Parce qu'on a beaucoup de jeunes qui s'inscrivent dans l'application tous les jours. Donc effectivement, on a toute une base de données qu'on peut exploiter. Oui, c'était une de mes questions d'ailleurs, justement. Quel est le profil utilisateur de cette application? Eh bien, écoutez, ça va de 15 à 77 ans. Alors la moyenne d'âge moyenne, c'est 37 ans. Hein. Mais en gros, on vise vraiment il y a toutes les générations de coureurs. Hein. Hommes, femmes, c'est environ 45% de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui utilisent l'application. 45% de femmes, oui, c'est beaucoup. 45% de femmes. Donc nous, on n'a vraiment pas de profil type. C'est plutôt des coureurs qui courent, au moins 2 fois par semaine, quand même. Donc c'est pas que des coureurs du dimanche. C'est quand même des gens qui veulent se préparer pour un objectif. Donc, mais après, c'est vraiment toutes les générations. Il n'y a pas vraiment de différence, ni sur le poids, la taille. Tout le monde est accepté dans la Fréquence Running. Bien sûr. Alors peut-être pourriez-vous, pour conclure, nous donner les bons conseils pour pouvoir courir, pour pouvoir bien courir et faire un marathon. Combien de temps à l'avance il faut se préparer pour un marathon? Alors pour un marathon, vous pouvez commencer à vous préparer 2 à 3 mois à l'avance. Hein, ça suffit. Vous pouvez même courir que 2 fois par semaine et vous entraîner 2 fois par semaine. Après, bien sûr, il faut avoir une bonne hygiène alimentaire. Voilà, donc on va éviter de manger des choses grasses ou des sodas ou des choses comme ça. Mais on reste quand même... il faut manger équilibré. Le sommeil aussi également est important. Mais ce qui est bien avec la course à pied, c'est que plus vous courez, plus vous êtes en forme, plus du coup vous êtes productif aussi au travail, si vous avez un travail. Donc en fait, c'est un cercle vertueux. Entraînez-vous avec Fréquence Running et vous verrez les bienfaits, c'est incroyable. Oui, c'est sûr, ça développe l'endorphine et donc ça nous dope de faire du sport, ça nous dope quand même. On est beaucoup plus en forme. Merci beaucoup Jean-Baptiste Marcovici. Je rappelle que cette application est gratuite, Fréquence Running, pour donc nous aider à courir et à courir en bonnes conditions. Voilà, et donc vous visez 100 000 utilisateurs d'ici la fin de l'année. On vous souhaite en tout cas de réussir, parce que c'est important d'avoir un coach numérique quand on fait du sport, surtout qu'on peut le faire en forêt ou en ville, et donc c'est pas les mêmes conditions.
Voilà, on va tout de suite faire une nouvelle pause musicale avant de rejoindre Pascal Boniface pour son interview sur le thème de la fiscalité et des fraudes fiscales. Alors là, vous allez pouvoir sortir du studio, parce que vous pouvez rester avec moi le temps que j'introduis la chronique, si vous voulez savoir de quoi ça parle, et acheter le livre, on ne sait jamais. Ça s'appelle « Fraude fiscale et paradis fiscaux » aux éditions Duno. Voilà, mais sinon, après, on va pouvoir sortir, puisque ça c'est enregistré, donc on n'est pas obligé de rester en studio. On va pouvoir se refaire un café. Moi, je reviens juste conclure vers 10h24. Je t'attends. Ça, c'est Vladimir Cosma, c'est ça? J'avais envie de le mettre. Oui, j'ai trouvé que c'était drôle. Parce que lundi, on a fait que des jeunes, que de la nouveauté. Aujourd'hui, j'ai fait que des chansons plus anciennes. Vous avez combien d'auditeurs en gros qui écoutent le matin? Vous n'avez pas d'idée là? Pas de métrique là-dessus. Non. On sait qu'on a, au niveau du bar de l'économie, on sait qu'on a, grâce à Facebook, on connaît notre... on sait qu'on a 4000, on est monté à 4000, abonnés sur Facebook. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et en dehors de Facebook, on peut réécouter aussi sur votre site? Oui, mais c'est un peu long à se mettre. Sinon, non, on peut vous envoyer le podcast. Il faudra m'envoyer un mail pour que je vous envoie le podcast de l'émission. Et puis, vous pouvez télécharger la vidéo sur Facebook. Ça, c'est disponible. Il faut la retravailler, du coup. Il faut mettre des extraits. Voilà, mais ça, c'est facile pour vous qui êtes tous dans... Super. Je revois la chronique. Non, attends, faut que j'introduise d'abord. Ah, j'introduis pas, moi? C'est nouveau, ça. D'accord, ok. Ça nous fait gagner du temps, c'est super. Merci, Philippe. Allez, on va à côté. On va tourner. On fait une pause musicale après la chronique, alors... Oui, ça fait rien. Sinon, vous disiez sur Facebook, on peut la récupérer. Vous pouvez récupérer la vidéo avec le son et tout, mais il y a toutes nos pauses. Il y a tout ce qu'on est en train de dire en ce moment. Voilà. Et après... Sinon, Philippe. Au revoir. À partir de demain, Service de demain, je peux récupérer... on va le demander. À partir de demain, je peux récupérer... On pouvait laisser ouvert, vous inquiétez. Par contre, il faudrait mettre plus fort pour que les utilisateurs Facebook entendent. Qui voudraient gagner un peu plus d'argent, mais c'est vraiment devenu le cœur du système économique mondial, avec des particuliers qui échappent à l'impôt, ça on le savait, mais des multinationales en nombre qui toutes passent par des montages particuliers pour éviter l'impôt, par des barons de la drogue évidemment, par quelques milliardaires ou des personnes simplement aisées qui aujourd'hui essayent d'éluder l'impôt pour gagner finalement un peu plus, et donc ce que l'on croyait être l'exception, enfin ce que le grand public croyait être l'exception, c'est aujourd'hui on s'en rend compte, c'est la règle. Mais diriez-vous que le phénomène donc a pris de la main, est-ce qu'il a augmenté, ou est-ce que les différents instruments de lutte contre les paradis fiscaux ont eu une efficacité quelconque, ou sont-ils totalement inefficaces? Alors, je crois qu'on a mis en place effectivement des textes, mais les textes ne sont pas toujours efficaces, ne sont pas toujours effectifs, ne sont pas toujours suivis d'actes réels. Et donc on a d'abord ce problème de textes qui existent mais qui ne sont pas appliqués ou pas bien appliqués. Donc il y a des mesures qui sont prises, il y a aussi de plus en plus de gens qui contournent ces mesures, il y a des gouvernements ou des gouvernants qui n'ont pas envie que ces mesures s'appliquent totalement. On a donc énormément d'éléments qui font que même si on met en place des outils et des mesures, l'efficacité est quand même relativement douteuse. Et encore au mois de juin, le juge Van Rynbeek disait il n'y a jamais eu autant d'argent sale dans les banques des paradis fiscaux qu'aujourd'hui. Donc on s'aperçoit que finalement les mesures sont nécessaires, parce que s'il n'y en a pas et s'il n'y a pas de nouveaux outils, alors là c'est l'escalade, ce serait exponentiel. Mais en tout cas, ça ne permet pas d'éradiquer le problème, loin de là. On
on freine son augmentation, on freine son développement, mais en tout cas, on n'éradique pas le problème de la fraude fiscale. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a aussi un peu plus d'informations par les réseaux, par des journalistes qui s'intéressent de plus en plus à ces questions-là, mais parallèlement, on a quand même de plus en plus de fraude par des fraudeurs de plus en plus expérimentés, ou en tout cas de mieux en mieux conseillés, parce qu'effectivement, il y a quand même des outils qui freinent. Donc il faut trouver des moyens de contournement plus sophistiqués aujourd'hui. Alors après les attentats du 11 septembre 2001, on s'était aperçu que les groupes terroristes pouvaient se servir de paradis fiscaux pour organiser leur activité, pour trouver leur financement. Après la très grave crise économique qui a mis le monde en bas de 2008, on a dit guerre aux paradis fiscaux, on va mener la guerre. Comment expliquer qu'on ne puisse pas faire céder les îles Caïmans ou que les îles Vierges? Comment expliquer que les pays du G20 réunis, qui ont une force de frappe non seulement militaire mais également économique, ne sont pas capables de faire céder des îles dont la puissance est quand même très petite? Alors je crois que les pays ont la capacité de le faire. C'est la volonté qui manque à mon avis. Pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une raison géostratégique, c'est-à-dire que ces pays peuvent être nécessaires dans certains votes, dans des institutions supranationales, ça en fait un allié. C'est aussi, sur le plan géostratégique, le fait que ce sont des amis proches ou d'anciens amis, d'anciennes colonies, pour l'Angleterre par exemple, ou des membres du Commonwealth. Donc on a comme cela des effets de la géostratégie sur le manque de volonté. On n'a pas envie d'embêter les amis, et quelquefois ces amis-là sont tellement puissants qu'on ne veut surtout pas les îles Vierges sont plus puissantes que le Royaume-Uni ou les États-Unis? Non, mais là je pense plutôt à Hong Kong avec la Chine derrière. Donc là on a aussi ce phénomène de puissance trop forte pour qu'on aille les titiller, et quelquefois même on s'écrase devant ces puissances. Ça a été le cas justement vis-à-vis de la Chine lorsqu'on a sorti la liste de l'OCDE en 2008, où la Chine a fait pression sur la France et l'Angleterre pour qu'elle ne soit pas dans la liste noire de l'OCDE et que Hong Kong et Macao soient hors liste. Donc déjà il y avait cette volonté de ne pas apparaître comme un pays dérangeant. Pour les autres, c'est effectivement des alliances qui peuvent s'expliquer par des votes à certains moments dans certaines institutions. Après, il y a une autre raison, c'est que certains pays, certaines de nos puissances, je pense à l'Angleterre notamment, n'ont pas envie qu'on tire un trait sur ces territoires, parce qu'ils ont une nécessité. Si je prends la City de Londres... Laquelle alors? Parce que c'est un peu contradictoire de dire on est victime, l'État est moins riche, peut moins développer les services publics parce que la fraude fiscale, en France on sait que la fraude fiscale équivaut à peu près au déficit budgétaire, et s'il n'y avait pas de fraude fiscale, eh bien on ne déplorerait pas les déficits budgétaires chaque année. Donc comment expliquer que le Royaume-Uni à la fois est victime et en même temps complice de ce phénomène? Alors selon moi il y a deux explications. Il y a la première explication qui est effectivement par rapport à votre question sur le plan fiscal, et là je prendrais plutôt l'exemple des États-Unis qui finalement par les contournements fiscaux de leurs entreprises ont vu d'un bon œil le fait que leurs entreprises devenaient plus compétitives par leur rentabilité accrue par l'économie fiscale. C'est-à-dire ces entreprises qui gagnaient un peu plus d'argent que les entreprises par exemple européennes, finalement devenaient plus compétitives grâce à cette économie fiscale. Donc quand on ne baisse pas les impôts, on ferme les yeux sur la fraude fiscale. Ça a été un peu ça pendant quelques années, et finalement maintenant les États-Unis avec Trump sont en train de changer quelque peu, puisque finalement ils vont baisser, ou ils ont baissé eux-mêmes leurs impôts, et vont peut-être devenir des paradis fiscaux. D'ailleurs, Delaware en est un. Depuis très longtemps, c'est l'un des premiers d'ailleurs. Pour nos auditeurs, expliquer un peu le cas spécifique du Delaware. Donc, c'est l'un des États fédérés des États-Unis et qui est considéré comme un paradis fiscal. Vous y consacrez d'ailleurs un chapitre.
Alors le Delaware a été l'un des premiers paradis fiscaux au sens moderne, puisque les paradis fiscaux existent depuis des milliers d'années, mais le Delaware c'est le 19e siècle avec des États américains qui sont pour certains très pauvres et qui cherchent à attirer des entreprises. Et ce que ces États trouvent comme solution, c'est de proposer un impôt zéro. Donc on a Kentucky et le Delaware qui ont procédé à cette proposition, à cette approche, et du coup effectivement les entreprises américaines se sont installées en masse au Delaware, puisque on s'en aperçoit aujourd'hui avec une adresse au Delaware qui regroupe la plupart des entreprises, des plus grandes entreprises américaines. Donc dans le même immeuble, vous avez 80% des plus grandes entreprises américaines. Donc on imagine bien que ça ressemble plus à des boîtes aux lettres qu'à autre chose. Mais ça veut dire que vous pouvez citer des noms de firmes connues qui auraient leur siège à Delaware? Alors, on retrouve toutes les plus grandes firmes américaines de type Apple, Google et des firmes beaucoup plus industrielles. Donc on retrouve les pétrolières, on retrouve... Qui du coup, les pétrolières ne sont pas au Texas, le siège d'Apple n'est pas en Californie, et du coup ils échappent à l'impôt national américain. Mais ils échappent à certaines taxations en étant installés effectivement au Delaware. Et donc, si on le laisse faire, c'est aussi parce qu'il y a un intérêt. Et l'intérêt, encore une fois, c'est souvent une compétitivité accrue par rapport aux concurrents, notamment européens. Donc ça, c'est la première raison qui est en train un petit peu de changer, parce que finalement, aujourd'hui, on s'aperçoit que partout dans le monde, il y a une course au dumping fiscal et tous les pays sont en train de baisser leurs impôts, y compris la France, leur impôt sur les sociétés, puisque c'est toujours quand même destiné aux mêmes. Les particuliers sont chassés, les particuliers fraudeurs sont chassés, les entreprises... Oui, parce qu'ils peuvent pas, c'est plus difficile d'avoir une adresse au Delaware pour vous et moi que pour une société. C'est plus compliqué. Pour vous et moi, en tout cas, il y a quelques particuliers qui arrivent quand même, pas au Delaware, mais ailleurs, et notamment aux îles Caïmans ou dans ce type de pays. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué pour les particuliers. Mais ça, c'est la première explication. La deuxième explication, et qui ramène à la Grande-Bretagne, c'est une explication qui est liée au fait que les paradis fiscaux sont en général en même temps des paradis bancaires et réglementaires ou judiciaires. Et l'aspect bancaire est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que vous avez une opacité bancaire et un laxisme judiciaire qui font que ces territoires finalement accueillent l'argent sale, très sale, ce que j'appelle l'argent noir, l'argent du crime, sans trop de difficultés. Et ça intéresse par exemple la Grande-Bretagne et la City en particulier, puisque tous ses partenaires ou anciens partenaires, les Dom-Tom ou anciennes colonies ou membres du Commonwealth, qui propose quand même pas mal de paradis fiscaux, puisque sur les 60 que l'on peut compter, il y en a une quarantaine qui font partie de cette sphère britannique. Et finalement, ces territoires servent de prélavage à de l'argent très sale qui, une fois qu'il est un petit peu nettoyé, voire bien nettoyé, atterrit à la City et profite aux différents marchés. Donc le schéma, c'est que je suis à la tête d'un cartel de trafic de drogue, je mets beaucoup d'argent, y compris en liquide, dans une banque, dans un paradis fiscal qui ne me demande pas l'origine. Si je fais ça en France, au-dessus de 3 000 €, on me demande quelle est l'origine des fonds. Là, donc, on met des grosses sommes de liquide dans des banques, dans des paradis fiscaux auxquels on ne demande rien. C'est de l'argent sale. Il est transféré à la City, il devient de l'argent propre. C'est un petit peu ça. Alors c'est raccourci, mais c'est ça l'idée. C'est qu'effectivement l'argent sale arrive en masse sur des territoires extrêmement laxistes et par différents montages justement de blanchiment à travers des sociétés écrans, à travers tout ce millefeuille que l'on peut découvrir au fil des scandales ou des révélations ces dernières années. L'argent est prélavé, puis lavé, et une fois qu'il est lavé, il atterrit effectivement sur les marchés financiers à la City et il pourra être utilisé comme l'argent propre puisqu'il aura cette façade tout à fait ce que vous décrivez, Éric Vernier, est un phénomène tout à fait schizophrène. C'est que d'un côté on combat le crime, il y a la Drug Enforcement Authority aux États-Unis, des dispositifs en Grande-Bretagne, donc d'un côté on combat le crime parce que ça pose tous les problèmes que l'on connaît, et de l'autre on ferme les yeux sur les bénéfices tirés du crime. C'est un petit peu ça, c'est même effectivement extrêmement étonnant, et le schizophrène
freine doit être le terme, oui, je crois. Et on s'en aperçoit aujourd'hui avec de l'argent qui a été considéré comme sale pendant très longtemps, et je pense à l'argent qui provenait de certains oligarques russes, qui aujourd'hui ne doit pas être critiqué, parce qu'on dit non, mais ça c'était les années 90, les années 2000, aujourd'hui c'est terminé. Sauf qu'on sait très bien que ça n'est pas terminé, que l'argent sale, une fois qu'il a été blanchi, effectivement part dans des activités tout à fait propres, qui servent d'ailleurs à blanchir l'argent sale qui arrive à nouveau. Donc on est un petit peu dans le cercle vicieux, mais par ces activités tirées de l'argent blanchi, effectivement, on ferme les yeux sur le passé, et on ferme les yeux sur ce qui pourrait se faire à côté. Et on s'aperçoit justement par ces constatations que d'un côté effectivement on s'attaque au crime, mais l'argent du crime finalement par le biais du blanchiment, eh bien on peut le taxer en fermant les yeux justement sur son origine. Une fois qu'il est blanchi, finalement il paraît comme de l'argent tout à fait propre et il va rentrer dans nos économies, donc il va profiter à l'investissement dans certains pays, notamment les pays les plus riches, les pays industrialisés, et puis il sera dans certains cas taxé à travers ces nouvelles activités propres. Donc il y a un intérêt financier, peut-être séparons au final l'aspect criminel de l'aspect financier. Alors, il y a eu, vous en parlez dans votre livre, de nombreuses révélations. Le domaine est plus important. Alors, d'abord, il n'y a pas plus de paradis fiscaux. On est toujours à une soixantaine. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que contrairement à ce qui est affirmé par certains politiques, il n'y en a pas moins. On est toujours à une soixantaine de pays, malgré ces listes officielles qui sont vides. La liste française avec quelques pays, la liste européenne avec 8 pays ou 7 pays selon les jours. Donc, on a toujours autant de paradis fiscaux. Fraude fiscale, on en a un peu plus, mais différente. La dernière étude de Gabriel Zucman montre qu'on n'est plus à 6 500 milliards d'argent cachés dans les paradis fiscaux, mais on est à 8 000 milliards. Sauf que cet argent provient de plus en plus des pays en voie de développement et de moins en moins des pays industrialisés. Donc il y a un changement, mais il y a de plus en plus d'argent caché dans ces territoires. Et parallèlement, effectivement, vous avez raison, c'est qu'on en parle de plus en plus parce que vous avez d'une part l'ICIJ, le consortium international de journalistes qui travaille beaucoup dessus, mais il n'y a pas que lui, il y a d'autres consortiums de journalistes qui travaillent beaucoup sur ces questions de fraude, de corruption, de blanchiment, et puis des journalistes qui, même à titre indépendant, sont peut-être plus informés et mieux formés, et on en connaît certains en France qui travaillent beaucoup sur ces questions, comme Fabrice Arfi ou d'autres, et donc on est de plus en plus au courant de ces affaires, elles éclatent de plus en plus. On a eu le Football Leaks aussi, donc on a eu aussi des révélations sur le monde du showbiz, donc on s'aperçoit d'abord, encore une fois, que ça touche tout le monde, que ça touche toutes les strates de la population, mais c'est effectivement des journalistes de plus en plus formés et de plus en plus regroupés qui peuvent donc du coup échanger les informations à travers le monde parce que c'est un problème qui est international et si on enquête sur le plan national c'est souvent très compliqué, et puis de l'autre côté les réseaux sociaux qui permettent d'avoir un peu plus d'informations. On pourrait dire, à vous lire et à vous écouter, que le phénomène de paradis fiscaux est quand même lié à la mondialisation. Ça offre plus de facilité, également plus de facilité pour lutter contre l'État. Et puis aussi, les exemples que vous citez, ce sont ces grandes fortunes, souvent rapides. Plus on est riche, plus il y a une incitation à la fraude fiscale, et le fait que soit dans le showbiz, soit dans le sport, soit dans les nouvelles technologies, des fortunes, des fortunes colossales, se soient constituées très rapidement, et donc cette nouvelle forme d'inégalité, ce qu'on appelle le 1% du 1%, on est là au cœur de la fraude fiscale. On est au cœur de la fraude fiscale sur effectivement cette frange de la population qui draine le maximum de revenus et de patrimoine.
Et donc cette fraude est extrêmement importante et réduite à quelques personnes finalement. Donc on a évolué par rapport à l'époque où on montrait du doigt quelques commerçants ou quelques taxis qui mettaient de l'argent liquide de côté. On est vraiment sur un autre type de fraude, même si ce qui existait avant existe toujours, mais on est sur un autre type de fraude avec des fraudeurs très riches qui fraudent énormément, fraudeurs sociétés ou fraudeurs particuliers, et donc de l'autre côté une assiette fiscale qui se réduit et donc on a ce besoin de charger un peu plus ceux qui ne fraudent pas. Et donc on a ce phénomène qu'on connaît depuis très longtemps dans des pays en voie de développement où on a des très riches qui ne payent pas d'impôts et des très pauvres qui ont du mal à payer, et donc un pays qui se retrouve dans des difficultés budgétaires énormes. On retrouve cette par la mondialisation, c'est-à-dire l'ouverture des frontières, mais aussi par toutes les nouvelles technologies qui permettent des transferts d'argent ou des montages plus sophistiqués, et puis la facilité pour tout un chacun de voyager, de se déplacer, et donc d'améliorer encore les techniques et la fraude. Vous consacrez un chapitre à la réglementation et la lutte contre la fraude fiscale. Que diriez-vous du dispositif qui est mis en place en France pour lutter contre la fraude fiscale? Est-ce qu'il vous paraît amélioré, efficace, bancal, partiel? La France n'est pas le plus mauvais élève dans la lutte contre la fraude, mais on s'aperçoit que les moyens sont quand même relativement réduits et que, en termes de moyens humains notamment, c'est très insuffisant. Le président Macron parlait d'augmenter le nombre de contrôleurs du RSA en quelque sorte. Par contre, on réduit plutôt ceux qui s'occupent de la grande fraude fiscale. Donc ça, c'est un vrai problème. Je crois que les moyens humains existent, mais ils ne sont pas alloués comme il faut. On s'occupe plus de contrôler les salariés qui aujourd'hui ont quand même énormément de difficultés de frauder, compte tenu des nouvelles mesures avec l'employeur qui envoie aussi des informations. Et par contre, sur la grande fraude, oui, effectivement, on a toujours un problème, et on a toujours ce verrou de Bercy qui, même s'il a partiellement sauté, existe toujours, avec parallèlement la possibilité... Le verrou de Bercy, ça veut dire que c'est seul Bercy peut entamer des poursuites par rapport à la fraude fiscale et pas le juge ordinaire. Voilà, jusqu'ici c'était le cas pleinement, c'est-à-dire que le juge ne pouvait pas s'autosaisir d'une affaire fiscale, seul Bercy pouvait transmettre l'affaire. Il laisse supposer du copinage, etc. Ce qui permettait effectivement de s'arranger avant d'aller plus loin. Donc ce verrou a partiellement sauté, mais il est quand même toujours là, notamment pour les affaires les moins graves, mais où est le degré de gravité, c'est toujours le problème du curseur. Et deuxièmement, on a à côté cette possibilité pour les entreprises repenties d'être excusées, d'être absous, et donc on enlève d'un côté une facilité et on en rajoute une autre qui est encore pire. Alors je passe même la loi sur le secret des affaires qui pose vraiment de graves problèmes sur ces questions-là en France. Là encore, contradiction entre les objectifs et la pratique. Vous faites en conclusion un guide touristique des paradis fiscaux, donc ça laisse un peu le choix des destinations peut-être pour les prochaines vacances. Alors, Caraïbes, Europe, Asie-Pacifique, et vous faites ensuite 10 fiches de paradis exemplaires, et dedans, surprise, il y a la City de Londres. Oui, ben c'est ce que je disais tout à l'heure avec la City qui a autour d'elle plein de territoires qui prélèvent l'argent sale. La City, ça représente entre 10 et 13% du PIB de la Grande-Bretagne, donc c'est central pour l'économie britannique. Et la City a une autonomie, notamment fiscale, qui lui permet de faire un petit peu ce qu'elle veut et de ne pas trop regarder d'où provient l'argent, qui vient d'ailleurs de
ces grandes banques internationales basées un petit peu D'accord. partout dans les paradis fiscaux, mais pas que. Donc ces banques qui sont basées à Hong Kong, aux îles Caïmans, aux îles Vierges britanniques, à Belize, vont pouvoir prélever l'argent. Autres paradis fiscaux que vous citez dans votre livre. Voilà, et qui permettent de prélever l'argent qui va arriver à la City, et donc cet argent va alimenter les marchés financiers sur un territoire où la fiscalité est extrêmement douce. Est-ce que le Brexit va avoir un impact sur cela? Est-ce que la City pourra moins facilement servir de paradis fiscal ou moins facilement servir de ressort une fois que le Brexit aura pris place? Alors là, pour moi, c'est le grand point d'interrogation, parce que il peut se passer une chose comme son contraire. C'est-à-dire que le Brexit peut amener la Grande-Bretagne à être un peu plus rigoureuse dans sa réglementation anti-blanchiment, anti-fraude fiscale, parce que justement, elle n'est plus dans un système, et donc pour y rester d'une autre manière, il faudra qu'elle respecte les règles. Mais elle peut aussi décider, puisqu'elle n'est plus dans l'Europe, de dire, bah voilà, maintenant je vais en profiter, je suis libre. De devenir un Delaware voilà. européen. Voilà, donc pour moi c'est un point d'interrogation, et je n'ai aucun signal qui me permette de prendre position. On va voir. Bon, merci Éric Vernier. Je renvoie à la lecture de votre livre Fraude fiscale et paradis fiscaux. C'est la 2e édition. Quand l'exception devient la règle, c'est tout le défi, effectivement. Ça vient de paraître aux éditions Dunos. C'est à la fois passionnant, instructif et complet. Merci Éric Vernier. Merci à tous nos invités d'avoir été présents sur IDFM. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous étions avec Brigitte Baccaini, sous-directrice de l'Observatoire des analyses statistiques au Commissariat général à l'égalité des territoires. Nous étions aussi avec Robin Leperc pour Freelance République, et avec Jean-Baptiste Marcovici, fondateur de Fréquence Running. Et puis pour terminer, avec Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, qui interviewait Éric Vernier pour son livre Fraude fiscale et paradis fiscaux. Donc, quand l'exception confirme la règle, publié aux éditions Duno. Pour ma part, je vous retrouve dès demain. En attendant, je vais vous souhaiter une très belle journée. Profitons-en, il fait un petit rayon de soleil pour le moment, avant que le vent et la pluie ne reprennent cet après-midi. Bonne journée à tous, à demain.